Tu ressens encore la douleur de certaines paroles, de certaines ruptures, de certains échecs. Tu crois peut-être que le temps finira par tout effacer, mais il ne fait souvent que cacher ce qui saigne encore à l'intérieur. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans souffrance, mais il offre une manière de la traverser avec dignité, courage et clarté. Dans ce voyage intérieur, tu n'es pas seul. Tu es sur le point de découvrir des clés pour alléger ce poids invisible que tu portes chaque jour. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 leçons puissantes du stoïcisme pour surmonter ce qui te blesse, qu'il s'agisse d'un cœur brisé, d'une trahison ou d'une situation injuste. Ces principes, enseignés par des sages comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont traversé les siècles parce qu'ils parlent à ce qu'il y a de plus humain en nous. Ils ne te diront pas « oublie », mais t'apprendront à transformer la douleur en force tranquille. Respire profondément et commence ce chemin vers la paix intérieure. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Libération par la conscience de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie, comme l'ombre suit la lumière. Mais saviez-vous qu'elle peut devenir un maître plutôt qu'un ennemi ? Le stoïcisme nous apprend une vérité puissante. Fuir la douleur ne la fait pas disparaître. Au contraire, c'est en l'écoutant qu'on s'en libère. Imaginez que votre souffrance soit une alarme. Au lieu d'arracher la pile pour la faire taire, demandez-vous « Pourquoi sonne-t-elle » Peut-être vous signale-t-elle un besoin ignoré, une limite dépassée ou une peur refoulée. Les stoïciens disaient « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais nos jugements sur elles. » Prenez un instant pour observer ce qui vous pèse. Est-ce un regret du passé? Une inquiétude pour l'avenir? Nommez-le sans jugement. Comme un médecin posant un diagnostic, identifiez la source avant de chercher le remède. Cette lucidité est déjà un premier pas vers la paix. Bien sûr, cela demande du courage. Il est plus facile de se distraire, de s'énerver ou de jouer la victime. Mais ces échappatoires ne font qu'enfoncer le problème. La vraie force, c'est de dire « Je ressens cela. Pourquoi? Et que puis-je en faire ?» La douleur non comprise devient poison. Mais quand on la regarde en face, elle se transforme. Un échec peut enseigner la résilience, une trahison révèle nos attentes, une peur nous pousse à grandir. Comme le feu purifie l'or, les épreuves affinent notre caractère. Pratiquez ceci. Chaque soir, notez une difficulté vécue dans la journée. Puis demandez-vous, quelle leçon en tirer? Vous verrez, avec le temps, votre regard changera. Ce qui était « pourquoi moi ?» deviendra « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Les stoïciens croyaient en la préméditation des mots. Imaginez calmement les pires scénarios pour s'y préparer. Non par pessimisme, mais pour désamorcer leur pouvoir. Quand on accepte que la souffrance puisse arriver, elle perd son emprise. Souvenez-vous, vous n'êtes pas votre douleur. Elle traverse votre vie, mais ne la définit pas. Comme un nuage passe dans le ciel, elle finit par s'éloigner. Votre rôle ? Ne pas accrocher votre cœur à ce qui est temporaire. Cette libération commence par un mot. Oui. Oui, cela fait mal. Oui, c'est difficile. Mais oui, vous pouvez le traverser. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans souffrance, mais une façon plus libre d'y faire face. Alors, la prochaine fois que la douleur frappe à votre porte, accueillez-la. Non comme une intruse, mais comme un messager. Car c'est en l'écoutant qu'on trouve la clé de sa propre liberté. Leçon 2. L'exemple de Marc Aurèle. Marc Aurèle était un empereur puissant, mais son vrai pouvoir n'était pas dans son trône. Il régnait sur un empire en crise, avec des guerres, des trahisons et des épidémies. Pourtant, son journal intime révèle un homme en paix avec lui-même. Son secret? Savoir que le chaos extérieur ne doit pas devenir un chaos intérieur. Chaque matin, il se préparait mentalement. Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des insolents, des menteurs. Mais au lieu de s'en irriter, il voyait cela comme un entraînement. Comme un athlète qui s'exerce avec des poids lourds, il utilisait les difficultés pour se renforcer. Le stoïcisme n'est pas une fuite de la réalité,
mais une manière plus sage d'y répondre. Quand ses généraux le trahissaient, il analysait froidement « Que puis-je contrôler ici ?» Pas leurs actes, mais sa propre réaction. Pas les événements, mais leur interprétation. Cette distance lui évitait de gaspiller son énergie en colère inutile. Il écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Même dans les pires moments, il pratiquait la gratitude. Malade lors d'une campagne militaire, il notait « Je peux encore penser. Je peux choisir la bienveillance. Je peux voir la beauté du ciel. » Cette attitude transformait les obstacles en occasion de progresser. Pour lui, chaque défi était une pierre sur le chemin pour sculpter son caractère. Son règne fut marqué par la peste antonine, qui tua des millions. Plutôt que de paniquer, il organisa des secours, vendit des biens impériaux pour aider les pauvres et continua à gouverner avec calme. Il savait que le vrai leadership commence par la maîtrise de soi. Un empereur qui ne contrôle pas ses émotions ne peut pas contrôler un empire. Ce qui est frappant chez Marc Aurèle, c'est sa normalité. Il ne prétendait pas être parfait. Ses écrits montrent un homme qui se répète sans cesse des principes simples, comme pour ne pas oublier. C'est là une leçon cruciale. La philosophie n'est pas pour les jours tranquilles, mais pour les tempêtes. On ne devient pas stoïcien quand tout va bien. Il avait une méthode contre la colère. Se dire que ceux qui nous nuisent agissent par ignorance. Comme un médecin ne s'énerve pas contre un malade, il voyait ses ennemis comme des êtres égarés. Cela ne justifiait pas leurs actes, mais lui permettait de répondre avec raison plutôt qu'avec rage. Une de ses plus belles pensées est « Le obstacle devient la voie ». En d'autres termes, ce qui semble nous bloquer est en réalité le chemin même de notre progression. Un général ennemi, occasion de prouver sa stratégie. Une épidémie, chance de montrer sa compassion. Cette alchimie mentale fait toute la différence. Aujourd'hui, nous ne gouvernons pas d'empire, mais nos vies sont pleines de petits chaos. Un patron injuste, un projet qui échoue, une déception amoureuse. La leçon de Marc Aurèle reste valable. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre liberté. Il mourut en 180 après Jésus-Christ, épuisé par les guerres. Ses derniers mots furent pour son garde du corps « Va vers le soleil levant. Je suis déjà couché. » Même face à la mort, sa sérénité venait d'une vie entière d'entraînement mental. Son exemple ne nous demande pas d'être empereur, mais simplement d'être un peu plus maître de nous-mêmes chaque jour. Leçon 3. Colonne du contrôle. La vie ressemble souvent à un grand océan. Certaines vagues nous emportent, d'autres nous frappent de plein fouet, mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas les arrêter. Les stoïciens ont découvert un outil simple pour naviguer dans ces eaux agitées, la colonne du contrôle. C'est une ligne imaginaire qui sépare ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la première, écrivez tout ce que vous contrôlez vraiment, vos pensées, vos actions, vos jugements, vos efforts. Dans l'autre, notez tout le reste, le temps qu'il fait, les opinions des autres, les embouteillages, le passé. Ce simple exercice change tout. Il nous montre où concentrer notre énergie et où lâcher prise. Quand vous êtes coincé dans les bouchons, vous avez 2 choix. Vous pouvez frapper le volant et maudire le monde, ce qui ne fera pas avancer les voitures. Ou vous pouvez mettre de la musique, profiter de ce moment pour réfléchir, appeler un ami. Le stoïcisme ne dit pas de rester passif, mais d'être intelligent dans l'utilisation de votre pouvoir. Pourquoi s'épuiser contre des murs que vous ne pouvez pas franchir ? Les enfants comprennent cela instinctivement. Quand ils jouent, ils ne s'énervent pas parce qu'il pleut. Ils changent simplement de jeu. Nous, adultes, avons perdu cette sagesse. Nous passons des heures à nous inquiéter pour des choses qui ne sont pas entre nos mains. La colonne du contrôle est un rappel. Ceci est à toi. Cela ne l'est pas. Agis en conséquence. Imaginez un jardinier. Il peut choisir quelles graines planter, arroser avec soin, désherber. Mais il ne peut pas forcer le soleil à briller ni la pluie à tomber.
Le bon jardinier fait sa part et accepte le reste. Notre vie est ce jardin. Nous gaspillons tant de temps à vouloir contrôler le climat au lieu de cultiver notre lopin de terre. Quand quelque chose vous tracasse, posez-vous la question magique, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agissez. Sinon, observez avec détachement. Ce n'est pas de l'indifférence, mais de la lucidité. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, aimer son destin. Non pas tout subir, mais distinguer clairement le champ de son pouvoir. Cette pratique a un effet secondaire merveilleux. Elle allège l'esprit. Combien de soucis disparaissent quand on réalise qu'ils ne nous appartiennent pas? Les jugements des autres, les retards de train, les malentendus, tout cela glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard quand on a compris la leçon. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Nos émotions nous poussent à vouloir tout contrôler. Mais chaque fois que vous vous surprenez à lutter contre l'incontrôlable, respirez profondément. Rappelez-vous la colonne. Recentrez-vous sur ce petit espace de liberté qui vous appartient vraiment, votre façon de voir et de réagir. Marc Aurèle lui-même utilisait cet outil. Empereur de Rome, il avait pourtant compris que son vrai pouvoir n'était pas sur les armées ou les lois, mais sur ses propres choix. Dans ses pensées, il écrit « Supprime la plainte et tu auras supprimé le mal ». Une phrase qui résume toute la colonne du contrôle. Commencez aujourd'hui. À chaque contrariété, faites le test. Petit à petit, vous développerez un réflexe précieux, agir là où vous êtes efficace et laisser aller ce qui ne vous appartient pas. C'est cela, la sagesse stoïcienne, non pas un idéal lointain, mais une boussole pour le quotidien. Leçon 4. Transformer la perte en renaissance. La vie nous réserve parfois des tempêtes qui emportent ce que nous chérissions. Un amour qui s'éteint, un projet qui s'effondre, une santé qui décline. Ces épreuves nous laissent souvent brisés. Pourtant, les stoïciens voyaient dans chaque fin le début secret d'une renaissance. Comme le phénix renaissant de ses cendres, nous avons cette capacité extraordinaire à transformer nos pertes en nouveaux départs. Quand quelque chose s'écroule autour de nous, notre premier réflexe est de résister. Pourquoi moi? Si seulement j'avais fait différemment. Ces pensées sont naturelles, mais elles nous enchaînent au passé. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la résignation. C'est au contraire le premier pas vers la reconstruction. Comme un arbre qui perd ses feuilles en automne pour mieux renaître au printemps, nous devons parfois lâcher pour grandir à nouveau. Imaginez un potier dont la pièce s'effondre sur le tour. Au lieu de maudire l'argile perdue, il comprend que la terre est toujours là, prête à être remodelée. Nos rêves brisés fonctionnent de même. Les matériaux de notre bonheur, nos talents, notre capacité d'aimer, notre curiosité, ne disparaissent pas. Ils attendent simplement une nouvelle forme. Cette perspective change tout. Ce n'est pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Sénèque, qui perdit tout sous Néron, écrivait « Ce qui compte n'est pas ce que tu supportes, mais comment tu le supportes ». Dans chaque perte se cache un enseignement. Une rupture amoureuse peut révéler nos dépendances affectives. Un échec professionnel montre parfois que nous suivions le chemin d'un autre plutôt que le nôtre. Ces révélations, bien que douloureuses, sont des cadeaux déguisés qui nous poussent vers notre vérité. La pratique stoïcienne suggère un exercice puissant, écrire l'histoire de sa perte comme si elle était nécessaire. Non pas j'ai perdu mon travail, mais mon travail m'a quitté pour que je trouve ma vraie voie. Cette réécriture ne nie pas la douleur, mais lui donne du sens. Progressivement, nous voyons comment chaque pièce du puzzle, même sombre, contribue à notre évolution. Attention cependant, accepter ne signifie pas oublier. Les cicatrices restent, mais elles deviennent des marques de sagesse plutôt que des blessures ouvertes. Comme un arbre dont les nœuds racontent les tempêtes survécues, nos expériences douloureuses finissent par faire partie de notre beauté et de notre force. Le stoïcisme nous apprend à les intégrer sans en être prisonniers. Pensez à ce qui naît dans les forêts après un incendie. Certaines graines ne germent qu'après avoir été brûlées. Nos cœurs fonctionnent de même. Combien de passions, de projets ou de relations magnifiques sont nés précisément parce qu'un ancien rêve s'est éteint? La vie a cette ironie sublime.
Elle nous prend parfois ce que nous aimons pour nous donner ce dont nous avons besoin. Commencez petit. Chaque jour, notez une chose que vous avez perdue et ce qu'elle vous a apporté en retour. Peu à peu, vous verrez se dessiner un étrange équilibre. À chaque vide correspond un nouveau plein, à chaque adieu un bonjour inattendu. Cette vision ne supprime pas la tristesse, mais elle y mêle une lueur d'espérance. Marc Aurèle nous rappelle « L'obstacle devient la voie ». Votre plus grande déception contient peut-être le germe de votre plus belle réalisation. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans chute, mais il offre l'assurance qu'à chaque fois que la vie nous fait tomber, elle nous donne aussi les moyens de nous relever, différents, plus forts, plus vrais. Aujourd'hui, regardez vos cicatrices avec douceur. Derrière chaque blessure se cache une leçon, et chaque leçon est une semence de renaissance. La vie ne nous enlève rien sans nous donner en échange une chance de devenir qui nous sommes vraiment. Voilà la transformation ultime que propose la philosophie stoïcienne. Leçon 5. Accepter la réalité sans résistance. La vie ressemble parfois à un fleuve qui coule inexorablement. Nous pouvons nager à contre-courant, nous épuiser en vain, ou bien choisir d'accompagner le mouvement pour trouver notre voie. Les stoïciens avaient compris cette vérité essentielle. Résister à ce qui est déjà arrivé revient à se battre contre son propre reflet dans l'eau, une lutte épuisante et parfaitement inutile. Prenez un instant pour observer ce qui vous irrite aujourd'hui. Un retard, une déception, un changement de plan imposé. Maintenant, demandez-vous, cette réalité peut-elle être modifiée par votre insatisfaction? La réponse est toujours non. L'énergie dépensée à ruminer, à regretter ou à protester contre les faits accomplis est précisément ce qui entretient notre malaise. Le stoïcisme propose une alternative radicale. Voir les choses telles qu'elles sont, non telles que nous voudrions qu'elles soient. Cette acceptation active n'a rien à voir avec la passivité. Imaginez un marin face à une tempête. Il ne peut pas arrêter les vagues, mais il peut ajuster ses voiles, maintenir le cap et garder la tête froide. De même, accepter la réalité nous permet de consacrer toute notre énergie aux actions utiles plutôt qu'aux lamentations stériles. C'est une forme d'intelligence pratique qui transforme les obstacles en opportunités. Quand un événement désagréable survient, les stoïciens recommandaient un exercice simple, distinguer les faits bruts de leur interprétation. Il pleut est un fait. Cette pluie gâche ma journée est un jugement que nous ajoutons. En séparant ces deux niveaux, nous reprenons le contrôle de notre expérience intérieure. La pluie reste, mais notre souffrance s'atténue. Épictète, qui connut l'esclavage, formulait ainsi cette sagesse. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cette phrase contient toute la puissance de l'acceptation stoïcienne. En changeant notre regard sur ce qui nous arrive, nous transformons radicalement notre vécu émotionnel sans pour autant nier la réalité. Pratiquez ceci. Chaque fois qu'une situation vous résiste, répétez comme un mantra « c'est ainsi ». Non pas avec résignation, mais avec la clarté de celui qui reconnaît le terrain pour mieux y naviguer. Vous verrez alors d'émerger des solutions qui vous étaient invisibles lorsque vous étiez bloqué dans le refus. L'acceptation véritable est un paradoxe vivant. En cessant de combattre ce qui est, nous découvrons une force nouvelle. Comme un judoka qui utilise l'énergie de son adversaire, nous apprenons à transformer les chocs de la vie en mouvement vers l'avant. Ce n'est pas de la faiblesse, mais l'art suprême du réalisme. Cette attitude stoïcienne trouve un écho surprenant dans la science moderne. Les recherches en psychologie montrent que la résistance mentale aux émotions désagréables intensifie paradoxalement la souffrance, tandis que l'acceptation consciente permet de traverser les tempêtes avec plus de sérénité. Les anciens avaient pressenti ce que la science confirme aujourd'hui. Commencez par les petites choses. Un embouteillage, une file d'attente, un plan annulé. Entraînez-vous à dire « c'est la situation actuelle. Comment puis-je l'utiliser au mieux ?» Petit à petit, cette disposition deviendra naturelle face aux plus grands défis. Vous développerez ainsi cette résilience tranquille qui caractérise les pratiquants du stoïcisme. Souvenez-vous, la vie est comme un livre dont nous n'écrivons pas tous les chapitres, mais dont nous pouvons choisir la manière de lire.
L'acceptation stoïcienne est cet art de tourner les pages avec curiosité et courage, même lorsque l'histoire prend des tournants inattendus. C'est peut-être là le secret le plus précieux pour naviguer dans l'existence sans sombrer. Leçon 6. Se libérer du passé. Le passé pèse souvent sur nos épaules comme un sac trop lourd. Nous traînons des regrets, des remords, des « si seulement » qui nous empêchent d'avancer. Pourtant, les stoïciens voyaient dans le temps écoulé non pas une prison, mais une réserve de sagesse. La clé ? Savoir consulter nos souvenirs sans s'y enfermer, comme on feuillette un livre dont on a déjà tourné la page. Imaginez votre esprit comme une grande bibliothèque. Certains chapitres de votre vie sont joyeux, d'autres douloureux. Le problème survient quand nous restons bloqués à relire sans cesse les mêmes pages sombres, comme si notre histoire s'arrêtait là. Le stoïcisme nous invite plutôt à classer ces expériences avec soin. Ceci m'a blessé, mais voici ce que j'en ai appris. Ainsi, chaque souvenir devient un maître plutôt qu'un bourreau. Marc Aurèle avait une méthode simple pour ne pas être esclave du passé, se concentrer sur l'instant présent. « Assez de te laisser emporter comme une marionnette », s'écriait-il dans ses pensées. Il savait que ressasser ce qui ne peut être changé est le meilleur moyen de gâcher ce qui pourrait être vécu aujourd'hui. Le passé est un lieu à visiter, pas à habiter. Quand une vieille blessure se réveille, posez-vous cette question stoïcienne. Cette pensée m'est-elle utile ? Si elle vous aide à mieux agir maintenant, conservez-la précieusement. Si elle ne fait que vous faire souffrir sans raison, apprenez à la laisser filer. Ce tri constant est l'art de garder seulement ce qui nourrit votre croissance. Les regrets particulièrement sont des pièges subtils. J'aurais dû, si seulement. Ces phrases n'ont aucun pouvoir sur ce qui est arrivé, mais un immense pouvoir pour empoisonner votre présent. Transformez-les en « maintenant que je sais, je peux ». Ce simple changement de perspective ouvre la porte à l'action constructive plutôt qu'à la rumination stérile. Un exercice pratique. Choisissez un souvenir douloureux et écrivez ce qu'il vous a appris sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Puis demandez-vous comment cette connaissance peut servir aujourd'hui. Vous verrez alors la magie opérer. Ce qui était fardeau devient outil, ce qui paralysait devient moteur. Sénèque comparait le temps à une rivière. On ne peut pas toucher deux fois l'eau qui a coulé. Cette image nous rappelle l'évidence souvent oubliée. Le passé n'existe plus que dans notre esprit. Nous avons donc tout pouvoir sur la manière de l'interpréter et de l'utiliser. C'est une liberté immense que le stoïcisme nous aide à saisir. Attention cependant, se libérer du passé ne signifie pas l'effacer. Certaines cicatrices font partie de qui nous sommes. Mais comme un arbre qui intègre dans sa croissance les blessures des tempêtes passées, nous pouvons apprendre à porter notre histoire avec élégance plutôt qu'avec amertume. Commencez aujourd'hui par un petit geste symbolique. Notez sur un papier un regret qui vous hante, puis brûlez-le en disant « Cette leçon est apprise, je passe à la suite ». Répétez ce rituel aussi souvent que nécessaire. Petit à petit, vous sentirez votre esprit s'alléger, prêt à écrire de nouveaux chapitres plus libres. Le stoïcisme nous offre ainsi un paradoxe salvateur. Plus nous acceptons que le passé soit immuable, plus nous devenons libres de construire un présent riche et un futur ouvert. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. Votre histoire passée ne vous définit pas. Seule compte la manière dont vous choisissez de la faire vivre en vous aujourd'hui. Le passé ressemble à ces vieilles cartes marines qui guidaient les navigateurs. Elles contiennent des vérités utiles, mais ne représentent plus le territoire actuel. Les stoïciens savaient qu'une vie bien vécue nécessite de consulter ces cartes sans s'imaginer qu'elles décrivent encore le paysage présent. Chaque expérience passée est une donnée à intégrer, non une sentence à subir éternellement. Cette nuance fait toute la différence entre celui qui apprend de ses erreurs et celui qui se condamne pour elles. La sagesse consiste à extraire le minerai précieux des leçons tout en laissant le poids mort derrière soi. Comme un alchimiste transformant le plomb en or, nous pouvons opérer cette transmutation intérieure. Nos souvenirs douloureux fonctionnent comme des pièges à loups. Plus nous luttons, plus ils nous blessent. La solution stoïcienne est contre-intuitive. Cessez de résister, observez la douleur avec détachement, lui donner de l'espace sans la nourrir.
Quand nous arrêtons de combattre nos fantômes, ils perdent progressivement leur pouvoir sur nous. Imaginez votre regret comme un visiteur importun. Vous ne pouvez pas l'empêcher de frapper à votre porte, mais vous décidez s'il entre, combien de temps il reste et ce qu'il est autorisé à toucher. Cette maîtrise du dialogue intérieur change tout dans notre relation au temps écoulé. La rumination du passé crée un étrange paradoxe. En voulant trop contrôler ce qui n'est plus, nous perdons le contrôle de ce qui est. Les stoïciens comparaient cela à un homme marchant vers l'avant tout en regardant obstinément en arrière. Il finit immanquablement par se heurter aux obstacles présents. Pourtant, notre esprit adore ce jeu pervers de ressasser ce qui aurait pu être. La discipline stoïcienne consiste à interrompre ce mécanisme par une question simple. Cette pensée construit-elle mon aujourd'hui? Si la réponse est non, c'est le signe qu'il faut recentrer son attention sur l'instant présent, le seul où notre pouvoir d'action est réel. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens pressentaient. Chaque fois que nous ravivons un souvenir, nous le modifions légèrement. Cela signifie que notre passé n'est pas figé comme un monument de pierre, mais malléable comme de l'argile humide. En changeant progressivement notre façon d'évoquer nos expériences, nous transformons leur impact émotionnel. Un échec peut devenir une leçon, une blessure une source de compassion, une perte le début d'un nouveau chapitre. Cette plasticité mémorielle est un outil puissant que le stoïcisme nous apprend à utiliser avec sagesse et intention. Pratiquez cet exercice stoïcien. Choisissez un souvenir difficile et imaginez-le comme une scène de film. Puis modifiez mentalement le cadrage, la musique, le commentaire narratif. Racontez-vous l'histoire non comme une victime, mais comme un héros qui a surmonté l'épreuve. Ce travail de réécriture narrative ne nie pas les faits, mais change leur signification. Progressivement, vous constaterez que la charge émotionnelle associée à ces souvenirs diminue, libérant de l'énergie pour le présent. C'est l'art de devenir l'auteur plutôt que le personnage de son histoire personnelle. Les relations passées illustrent particulièrement bien ce processus. Un amour perdu peut hanter des années durant, ou devenir une leçon sur nos besoins et limites. Les stoïciens suggéraient de remplacer « Pourquoi m'a-t-il quitté ?» par « Que ai-je découvert sur moi à travers cette relation ?» Ce simple déplacement transforme une blessure en miroir de compréhension de soi. Les anciennes relations ne disparaissent pas, mais changent de statut. De fantômes qui hantent, elles deviennent des guides qui éclairent. Cette alchimie relationnelle est l'un des plus beaux cadeaux de la pratique stoïcienne. Le pardon, surtout envers soi-même, est une clé essentielle pour libérer le passé. Les stoïciens voyaient cela comme un calcul pragmatique. Porter éternellement le poids de ses erreurs est un luxe que personne ne peut se permettre. Imaginez un navigateur qui continuerait à traîner l'ancre d'un ancien naufrage. Son bateau irait moins vite, consommerait plus d'énergie, sans aucun bénéfice. Pardonner, c'est simplement couper cette ancre pour permettre au navire de votre vie d'avancer plus léger. Ce n'est pas oublier, mais choisir de ne plus laisser cet événement déterminer votre trajectoire actuelle. Les traditions orientales parlent de lâcher prise, mais les stoïciens préféraient le terme de discernement. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de faire le tri entre ce qui mérite d'être conservé et ce qui doit être laissé derrière. Comme un jardinier éclairé qui taille certaines branches pour favoriser la croissance de l'arbre, nous devons apprendre à élaguer nos souvenirs. Certains nourrissent notre croissance, d'autres l'entravent. L'art stoïcien consiste à développer ce sens aigu du tri existentiel, cette capacité à distinguer le fertile du stérile dans notre paysage intérieur. La pleine conscience moderne rejoint ici la sagesse antique. En ancrant notre attention dans le présent, la sensation de la respiration, les sons environnants, les perceptions immédiates, nous diminuons l'emprise des pensées obsédantes sur le passé. Les stoïciens pratiquaient cela à travers des exercices de recentrage sur l'ici et maintenant. Quand vous vous surprenez à ruminer, touchez délibérément un objet autour de vous, sentez sa texture, observez sa couleur. Ce retour sensoriel au présent crée une rupture salutaire avec le cycle des pensées récurrentes. Petit à petit, on se rééduque à habiter pleinement le présent plutôt qu'à errer dans les couloirs du passé. Enfin, souvenez-vous que chaque matin offre une page blanche. Le passé n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons. Comme le disait Marc Aurèle, à chaque aube,
dis-toi que tu te lèves pour l'ouvrage d'un homme. Ce homme n'est pas celui d'hier avec ses erreurs et ses regrets, mais celui d'aujourd'hui avec son potentiel intact. Le stoïcisme nous enseigne cette liberté ultime. Nous ne sommes pas condamnés à être les conservateurs de notre propre musée des horreurs. À tout moment, nous pouvons choisir de fermer les vieux dossiers et d'ouvrir un nouveau chapitre, plus léger, plus conscient, plus vivant. Leçon 7. Éloigner les relations toxiques. Les relations toxiques sont comme des poids invisibles qui alourdissent notre quotidien, drainant notre énergie et obscurcissant notre joie de vivre. Elles se manifestent sous diverses formes: amitié épuisante, liens familiaux destructeurs ou partenariats amoureux déséquilibrés. Reconnaître ces dynamiques nuisibles est la première étape vers la libération, car elles s'installent souvent de manière insidieuse. Prendre conscience de leur impact sur notre bien-être mental est crucial pour amorcer le changement. Personne ne mérite de subir des comportements manipulateurs ou dévalorisants. S'éloigner de ces influences négatives n'est pas un rejet de l'autre, mais un choix vital pour se reconstruire. La clé réside dans l'honnêteté envers soi-même. La culpabilité est souvent l'obstacle le plus difficile à surmonter lorsqu'il s'agit de rompre des liens nocifs. Nous craignons de blesser, d'être jugés ou de passer pour des ingrats, surtout si la relation est ancienne. Pourtant, rester par obligation revient à sacrifier sa propre santé émotionnelle au profit d'une fausse loyauté. Il est important de réaliser que notre bonheur compte autant que celui des autres. La culpabilité ne devrait pas dicter nos décisions. Elle ne fait que prolonger une souffrance inutile. Apprendre à prioriser son équilibre est un droit fondamental. Personne n'a le devoir de s'oublier pour satisfaire autrui. Fixer des limites claires est un acte de courage, surtout face à ceux qui ont l'habitude de les franchir. Les personnes toxiques exploitent souvent notre gentillesse ou notre peur du conflit pour imposer leurs besoins. Dire non fermement ou réduire les interactions n'est pas de la méchanceté, mais une nécessité pour se protéger. Les limites ne sont pas des murs égoïstes, mais des barrières saines qui préservent notre intégrité. Si l'autre refuse de les respecter, cela confirme simplement la nécessité de prendre distance. Une relation saine ne craint pas les limites, elle les encourage. Certains liens, bien que douloureux, semblent impossibles à quitter, notamment lorsqu'ils sont tissés avec des proches ou des collègues. Dans ces cas, la distanciation émotionnelle peut être une solution. On reste présent physiquement, mais on cède moins d'énergie affective. Cela implique de ne plus internaliser les critiques, de ne plus se justifier en permanence et de refuser les jeux de pouvoir. Cette stratégie demande de la pratique, mais elle permet de réduire l'emprise de l'autre tout en évitant les ruptures brutales. Parfois, c'est la seule façon de coexister sans se détruire. Le regard des autres peut aussi peser lourdement lorsqu'on décide de couper les ponts. Les critiques, tu exagères, il ne voulait pas de mal, minimisent notre ressenti et invalident notre expérience. Il est essentiel de se rappeler que personne ne vit à notre place et que notre vérité n'a pas besoin d'être validée par quiconque. Les personnes bienveillantes comprendront. Les autres montreront simplement pourquoi elles font partie du problème. Ne laissons pas les opinions extérieures dicter notre chemin vers la paix intérieure. S'éloigner ne signifie pas toujours une rupture définitive. Parfois, c'est une pause nécessaire pour permettre à chacun de grandir. Certaines relations peuvent se réparer si les deux parties sont prêtes à évoluer. Mais il ne faut pas rester dans l'attente d'un changement improbable au détriment de son propre épanouissement. Si la toxicité persiste malgré nos efforts, il est légitime de tourner la page sans remords. L'amour véritable, qu'il soit amical ou familial, ne devrait jamais exiger notre soumission ou notre malheur. Le processus de détachement peut être douloureux, surtout si la relation était profondément ancrée dans notre vie. Il est normal de ressentir du chagrin, de la colère, ou même un vide temporaire. Ces émotions font partie du deuil de ce qui aurait pu être, mais ne doit plus être. Se permettre de ressentir sans jugement accélère la guérison. Avec le temps, on réalise que la sérénité retrouvée vaut bien cette période de transition difficile. La liberté intérieure est le plus beau des cadeaux à s'offrir. En coupant les liens toxiques,
nous faisons de la place pour des relations plus saines et enrichissantes. Des personnes alignées avec nos valeurs, respectueuses de nos limites et capables de réciprocité émergent naturellement. Ces connexions nourrissantes deviennent des piliers de notre bien-être, prouvant que nos choix étaient justifiés. L'entourage idéal ne nous tire pas vers le bas, il nous aide à nous élever. Investir dans de tels liens est un acte d'amour envers soi et les autres. Enfin, éloigner les relations néfastes est un apprentissage continu. Nous pouvons parfois retomber dans d'anciens schémas par habitude ou nostalgie, mais chaque rechute est une leçon. L'important est de rester fidèle à ses besoins et de se rappeler que l'on mérite mieux. La paix intérieure n'a pas de prix, et personne n'a le droit de nous la voler. En choisissant de nous respecter, nous inspirons aussi les autres à faire de même. La vie est trop courte pour la gaspiller dans des dynamiques qui nous étouffent. Prendre cette décision marque le début d'une renaissance personnelle. Sans le bruit des conflits ou des manipulations, nous redécouvrons nos passions, notre estime de soi et notre capacité à être heureux. Chaque pas vers l'autonomie affective est une victoire. Personne ne devrait avoir le pouvoir d'assombrir notre lumière. En nous libérant des liens toxiques, nous embrassons enfin la possibilité d'une vie authentique et épanouie. Il arrive que les relations toxiques laissent des traces profondes, comme des blessures invisibles qui mettent du temps à cicatriser. Ces séquelles peuvent se manifester par de la méfiance, une peur de s'engager, ou une tendance à reproduire des schémas malsains. Guérir demande de la patience et une volonté active de se reconstruire, jour après jour. Reconnaître ces mécanismes est essentiel pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. La thérapie, l'écriture ou le soutien d'un entourage bienveillant peuvent aider à dénouer ces nœuds émotionnels. Personne ne devrait avoir honte de demander de l'aide pour panser ses plaies. La résilience ne signifie pas oublier, mais apprendre à vivre avec plus de sagesse. Chaque étape franchie est une réclamation de son propre pouvoir. Parfois, la toxicité d'une relation réside dans son asymétrie. L'un donne sans compter, tandis que l'autre prend sans jamais rendre. Cet déséquilibre finit par épuiser, laissant un sentiment d'injustice et de frustration. Dans ces cas, il est crucial d'évaluer si l'autre est capable de réciprocité, ou s'il profite simplement de notre générosité. Poser cette question, c'est déjà commencer à se respecter. Une relation saine est un échange, pas un don unilatéral. Si l'autre refuse de voir nos besoins, c'est un signe qu'il est temps de redéfinir ou de rompre le lien. Personne ne mérite de n'être qu'une option pratique dans la vie de quelqu'un. Les relations toxiques peuvent aussi prendre la forme de liens passifs-agressifs, où les conflits ne sont jamais exprimés clairement, mais sournoisement. Sarcasme, silence coupable ou promesses non tenues en sont les marqueurs. Ces comportements créent un climat de tension permanente, usant notre énergie mentale. Refuser de jouer à ce jeu malsain est une forme de libération. Confronter ces attitudes avec calme et fermeté peut parfois désamorcer la dynamique, mais si rien ne change, la distance devient nécessaire. Rester dans une telle relation, c'est accepter d'être lentement miné. La paix mérite plus que des non-dits et des sous-entendus. Dans certains cas, la toxicité est subtile, presque imperceptible, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Des compliments empoisonnés, des comparaisons constantes ou une jalousie déguisée en préoccupation peuvent miner l'estime de soi. Ces comportements sont souvent rationalisés, c'est pour ton bien, mais leur effet est bel et bien destructeur. Prendre du recul pour analyser ces interactions peut révéler leur vrai visage. Si une relation nous laisse systématiquement douteux ou mal dans notre peau, c'est un signal d'alarme. Une connexion saine devrait nous inspirer, pas nous rapetisser. Écouter son intuition est ici plus utile que toute justification rationnelle. Le pardon peut être un outil puissant, mais il ne doit pas servir de prétexte pour tolérer l'intolérable. Pardonner ne signifie pas oublier, ni donner une seconde chance à ceux qui n'ont pas changé. C'est avant tout un processus interne qui nous libère de la rancœur sans obliger à reprendre contact. Certaines personnes méritent notre pardon, mais pas notre confiance. Distinguer les deux est crucial pour avancer sans retomber dans les mêmes pièges. Le vrai pardon permet de tourner la page, pas de la relire indéfiniment.
Il est possible de souhaiter le bien à quelqu'un, de loin. Les relations familiales toxiques sont souvent les plus complexes à gérer, en raison des obligations sociales et des attachements profonds. Un parent manipulateur, un frère ou une sœur envieux peuvent créer des déchirements durables. Dans ces cas, la distanciation stratégique peut être salvatrice, même si elle provoque des critiques externes. Personne n'a à endurer des abus sous prétexte de lien du sang. Choisir de se protéger est un acte de courage, pas de trahison. Les familles saines respectent les limites et encouragent l'épanouissement de chacun. Si la nôtre ne le fait pas, nous avons le droit de nous créer une famille de cœur. Le milieu professionnel n'échappe pas aux dynamiques toxiques, collègues malveillants, patrons abuseurs ou culture d'entreprise nocive. Ces environnements peuvent générer un stress chronique avec des répercussions sur la santé physique et mentale. Identifier ces situations est la première étape. Ensuite, il faut évaluer les options, en parler au RH, chercher un autre poste ou, si possible, poser des limites claires. Rester par peur de l'instabilité financière est compréhensible, mais à long terme, le coût émotionnel est souvent trop élevé. Un travail ne devrait jamais exiger le sacrifice de notre dignité ou de notre bien-être. Les réseaux sociaux ont introduit une nouvelle forme de relation toxique, les liens virtuels qui vampirisent notre énergie. Commentaires négatifs, messages passifs-agressifs ou pression à toujours être disponible en ligne peuvent créer une anxiété constante. Apprendre à filtrer, désactiver les notifications, voire supprimer certains contacts, est une forme d'hygiène mentale moderne. Le virtuel ne devrait pas dicter notre paix réelle. Parfois, une déconnexion temporaire ou définitive est le meilleur cadeau à se faire. La qualité de nos interactions compte plus que leur quantité. Se reconstruire après une relation toxique demande de retrouver confiance en soi, souvent érodée par des mois ou des années de critiques ou de manipulation. Reconnecter avec ses passions, entouré de personnes positives, et célébrer ses petites victoires aide à restaurer l'estime de soi. La méditation, le sport ou l'art peuvent être des exutoires précieux pour évacuer les émotions refoulées. Petit à petit, on redécouvre sa voix, ses désirs et sa valeur. La guérison n'est pas linéaire, mais chaque pas en avant compte. Un jour, on se surprend à respirer plus librement, sans le poids de l'autre. Enfin, éloigner les relations toxiques est un acte d'espoir. Il signifie que l'on croit mériter mieux. Cela ouvre la porte à des connexions authentiques, où l'on ne se sent plus obligé de se diminuer pour être aimé. Ces nouvelles relations deviennent des miroirs qui reflètent notre lumière, pas nos fissures. En choisissant de ne plus accepter le poison, on fait place à des élixirs de joie et de respect. La vie, débarrassée de ses ombres, retrouve ses couleurs. Et si, parfois, l'ancienne culpabilité ressurgit, il suffit de se rappeler, on ne doit rien à ceux qui ont pris tout. La liberté, une fois goûtée, ne se revend plus. Leçon 8. Critique et indifférence stratégique. Nous vivons dans un monde où les opinions fusent de toutes parts, et il est facile de se laisser submerger par le poids des critiques. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Ce que les autres pensent de nous ne définit pas ce que nous valons réellement. Leur jugement est souvent le reflet de leurs propres attentes, frustrations ou insécurités, bien plus qu'une évaluation objective de nos actions. Apprendre à filtrer les critiques avec discernement est une compétence précieuse. Toutes ne méritent pas notre attention, et certaines ne valent même pas la peine d'être entendues. Posez-vous cette question. Cette critique vient-elle d'une personne bienveillante, compétente et constructive? Si oui, écoutez. Sinon, laissez-la glisser comme l'eau sur une feuille. L'indifférence stratégique n'est pas du mépris, mais une manière de préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les paroles blessantes, en particulier, en disent souvent plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit. Une personne heureuse et épanouie n'a pas besoin de rabaisser les autres. Quand on vous critique avec méchanceté, demandez-vous quelle blessure, quelle peur ou quelle jalousie se cache derrière ces mots. Cette perspective ne justifie pas la méchanceté, mais elle permet de ne pas la prendre personnellement. Marc Aurèle lui-même, en tant qu'empereur, était constamment sous le feu des critiques. Dans ses pensées,
Il écrit: si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort, je changerai volontiers. Mais si la critique est vide ou malveillante, pourquoi en faire mon problème? Cette attitude lui permettait de rester concentré sur sa mission, sans se laisser distraire par les jugements inutiles. Pratiquez l'art de la réponse mesurée. Face à une critique justifiée, reconnaissez ce qui est vrai et ajustez votre comportement si nécessaire. Face à une attaque gratuite, respirez et passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans chaque combat qu'on vous propose. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Les stoïciens distinguaient deux types de choses: celles qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Les opinions des autres appartiennent à la seconde catégorie. Nous ne pouvons pas contrôler ce qu'ils pensent, mais nous pouvons choisir comment y réagir. En libérant notre mental de ce poids inutile, nous gagnons en clarté et en sérénité. Un exercice utile consiste à imaginer que les critiques sont des lettres qu'on vous envoie. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir chaque enveloppe, encore moins d'y répondre. Certaines méritent d'être lues, méditées, voire conservées. D'autres peuvent être jetées sans remords. Ce tri actif protège votre paix intérieure. Souvenez-vous aussi que les louanges excessives ne sont pas plus utiles que les critiques destructrices. Les unes et les autres sont des distorsions de la réalité. Le stoïcisme nous invite à chercher la justesse, pas la validation. Ce qui compte, c'est d'agir en accord avec nos valeurs, pas de plaire à tout prix. Enfin, cultivez l'autosuffisance émotionnelle. Plus vous serez en paix avec vous-même, moins les opinions extérieures auront d'emprise sur vous. Comme un arbre solide qui ne se laisse pas déraciner par le vent, votre estime de vous-même doit venir de l'intérieur, et non du regard des autres. Alors, la prochaine fois qu'une critique vous atteint, prenez du recul. Est-elle utile? Constructive? Sinon, laissez-la partir. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des batailles inutiles. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qu'on dit de vous qui compte, mais ce que vous en faites. Choisissez d'en faire une force, jamais une faiblesse. La peur du jugement d'autrui est l'un des plus grands obstacles à une vie libre. Combien de projets avortés, de silences gardés, de passions étouffées simplement par crainte de ce que les autres pourraient penser. Les stoïciens voyaient dans cette peur une forme d'esclavage volontaire où nous remettons notre valeur entre les mains de gens qui ne nous connaissent pas vraiment. Pourtant, lorsque nous y regardons de plus près, nous réalisons que la plupart des critiques viennent de personnes qui n'ont jamais osé faire ce qu'elles reprochent aux autres. Leur jugement en dit bien plus sur leurs propres limites que sur les nôtres. Cette prise de conscience est libératrice. Pourquoi accorder tant d'importance à ceux qui parlent depuis les gradins au lieu d'être sur le terrain? Il existe une différence cruciale entre la critique constructive et la critique destructrice. La première cherche à aider, la seconde à blesser. L'art stoïcien consiste à développer un détecteur interne pour les distinguer immédiatement. La critique constructive est spécifique, argumentée, et souvent livrée avec bienveillance. La critique destructrice est vague, émotionnelle et cherche à rabaisser plutôt qu'à élever. Apprenez à accueillir la première comme un cadeau, même si elle pique un peu, et à laisser la seconde glisser comme de l'eau sur une feuille. Ce tri actif vous évitera des heures de rumination inutiles sur des paroles qui ne méritaient pas votre attention. Les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène des critiques à l'échelle industrielle. Aujourd'hui, n'importe qui peut lancer une pierre dans votre jardin en restant anonyme derrière son écran. Face à cette réalité, le stoïcisme offre une protection mentale précieuse. Le concept de « ce qui dépend de moi ». Vous ne contrôlez pas ce que les autres disent, mais vous contrôlez à quoi vous accordez de l'importance. Imaginez chaque critique comme un caillou qu'on vous jette. Vous pouvez choisir de le ramasser et de le garder dans votre poche ou de le laisser tomber à terre. Cette métaphore simple change tout dans notre manière de gérer les jugements extérieurs. Quand une critique vous blesse, faites cet exercice stoïcien. Imaginez que la même phrase soit dite à un ami cher. Quels arguments lui donneriez-vous pour la relativiser? Appliquez maintenant cette bienveillance à vous-même. Souvent, nous sommes bien plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Cette distanciation permet de retrouver une perspective saine.
Rappelez-vous que les mots ne peuvent vous blesser que si vous leur en donnez le pouvoir. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils s'en font. Votre interprétation d'une critique a bien plus d'impact que la critique elle-même. Les personnes vraiment accomplies critiquent rarement gratuitement. Elles sont trop occupées à construire, créer et avancer. Observez ceux que vous admirez. Ils parlent rarement des autres et beaucoup de leurs projets. À l'inverse, ceux qui passent leur temps à juger sont souvent ceux qui agissent le moins. Cette observation simple peut vous aider à relativiser la valeur des critiques. Quand une parole blessante vous atteint, demandez-vous « Qu'a accompli cette personne qui lui donne autorité pour me juger ?» La réponse vous aidera souvent à mesurer le peu de poids que vous devriez accorder à ces mots. La critique est souvent le refuge de ceux qui n'osent pas. Elle permet de se sentir supérieur sans prendre de risques, de donner son opinion sans rien produire soi-même. Les stoïciens voyaient cela comme une forme de paresse intellectuelle. Au lieu de critiquer, pourquoi ne pas créer? Au lieu de juger, pourquoi ne pas proposer? Cette attitude active est bien plus noble que celle du spectateur qui commente le match sans jamais descendre sur le terrain. Quand vous êtes tenté de vous soucier des critiques, rappelez-vous cette vérité. Ceux qui agissent acceptent d'être jugés, mais ceux qui jugent rarement agissent. Votre courage d'avancer vaut bien plus que leur audace de commenter. Il existe une technique stoïcienne puissante pour désamorcer les critiques, l'exagération. Quand quelqu'un vous critique de manière disproportionnée, imaginez sa déclaration poussée à l'extrême. Si on vous dit « ton travail est médiocre », visualisez la personne affirmant « tu es la pire personne au monde dans ce domaine ». L'absurdité de cette exagération vous fera souvent sourire et relativiser. Cette méthode permet de prendre de la distance et de voir la critique pour ce qu'elle est, une opinion subjective, pas une vérité absolue. En pratiquant cet exercice régulièrement, vous développerez une immunité croissante aux jugements excessifs. Les critiques révèlent souvent nos propres zones de fragilité. Ce qui nous blesse dit généralement plus sur nos insécurités que sur la méchanceté de l'autre. Les stoïciens recommandaient d'utiliser ces réactions émotionnelles comme des signaux d'alarme pour travailler sur soi. Si une remarque sur votre apparence vous touche profondément, peut-être avez-vous besoin de faire la paix avec votre image. Si une critique professionnelle vous anéantit, c'est peut-être le signe qu'il faut renforcer votre confiance dans ce domaine. Ainsi transformés, les critiques deviennent des outils de croissance plutôt que des sources de souffrance. La pratique de l'indifférence stratégique ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, elle permet de réserver votre sensibilité et votre énergie à ce qui compte vraiment. Imaginez votre attention comme un budget limité. Voulez-vous vraiment le dépenser en réponse mentale à chaque critique insignifiante? En apprenant à ignorer ce qui ne mérite pas votre temps, vous libérez des ressources considérables pour vos projets, vos relations et votre épanouissement. Comme un jardinier qui désherbe régulièrement, ce travail de tri mental permet à ce qui est important de croître sans être étouffé par les mauvaises herbes des jugements inutiles. Enfin, souvenez-vous que les grands innovateurs, artistes et penseurs ont toujours été critiqués. Socrate fut condamné à mort, Galilée forcé de se rétracter, Van Gogh moqué de son vivant. Pourtant, l'histoire a donné raison à leur vision. Cela ne signifie pas que toutes les critiques sont infondées, mais qu'une idée neuve ou un chemin original suscite toujours des résistances. Si vos actions sont alignées avec vos valeurs et votre raison, persévérez malgré les critiques. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Vos détracteurs finiront par se lasser, mais votre intégrité restera votre compagne pour toujours. Leçon 9. Être heureux seul. Apprendre à être heureux seul est une compétence précieuse dans un monde où nous sommes constamment connectés aux autres. Cela ne signifie pas rejeter les relations, mais plutôt cultiver un équilibre où notre bien-être ne dépend pas exclusivement d'autrui. Beaucoup redoutent la solitude, la confondant avec l'isolement, alors qu'elle peut être une source de richesse intérieure. Prendre du temps pour soi permet de mieux se connaître, d'écouter ses besoins profonds et de se reconnecter à ses aspirations. La peur de rester seul révèle souvent une difficulté à s'apprécier pleinement. Pourtant,
Celui qui se suffit à lui-même attire naturellement des relations plus saines et équilibrées. La liberté commence quand on cesse de chercher son bonheur dans le regard des autres. La société nous conditionne souvent à croire que le bonheur se trouve nécessairement dans le couple, les amis ou la reconnaissance sociale. Cette pression peut créer une dépendance affective où l'on attend des autres qu'ils comblent nos manques. Mais aucun être humain ne peut être responsable de notre épanouissement personnel. Apprécier sa propre compagnie, c'est briser ce schéma et devenir acteur de son bonheur. Les moments de solitude deviennent alors des espaces de création, de réflexion et de régénération. On découvre que la plénitude peut naître d'une promenade silencieuse, d'un livre ou simplement d'un moment de contemplation. La vraie liberté est de ne plus craindre d'être seul avec soi-même. Beaucoup s'imaginent que s'ils étaient plus aimés ou entourés, ils seraient enfin heureux. Cette illusion entretient une quête permanente qui, paradoxalement, éloigne de la sérénité. Le bonheur authentique ne peut être trouvé à l'extérieur que s'il a d'abord été cultivé à l'intérieur. Apprendre à apprécier sa propre présence, c'est cesser de fuir dans le bruit et les distractions permanentes. Ces moments de calme permettent d'entendre sa voix intérieure, souvent étouffée par le tumulte du quotidien. Peu à peu, on réalise que la solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter pleinement. C'est dans ce silence que naît une joie indépendante des circonstances extérieures. La peur de la solitude cache souvent une relation difficile avec soi-même. Certains fuient leur compagnie parce qu'ils ne supportent pas leurs pensées ou leurs émotions. Pourtant, c'est précisément en affrontant cette intimité que l'on construit une paix durable. Pratiquer la méditation, tenir un journal ou simplement s'accorder des moments de pause aide à apprivoiser son monde intérieur. Au lieu de chercher désespérément l'approbation des autres, on apprend à se valider soi-même. Cette autonomie affective rend moins vulnérable au jugement et aux aléas des relations. Plus on se connaît, moins on a besoin que les autres nous définissent. La solitude bien vécue devient alors un refuge, non une punition. Les personnes qui savent être heureuses seules développent une force intérieure remarquable. Elles ne s'accrochent pas à des relations toxiques par peur de la solitude et font des choix plus alignés avec leurs valeurs. Cette indépendance émotionnelle leur permet d'entretenir des liens plus authentiques, car fondés sur le désir et non sur le besoin. Leur bonheur ne dépendant pas des autres, elles peuvent aimer sans étouffer, partager sans s'oublier. C'est cette forme de maturité affective qui crée les relations les plus épanouissantes. Paradoxalement, c'est lorsqu'on n'a plus peur d'être seul qu'on est vraiment prêt à bien vivre avec les autres. La qualité de nos relations reflète toujours notre rapport à nous-mêmes. Cultiver son bonheur seul demande de redéfinir sa relation au temps et à l'oisiveté. Dans une société qui valorise l'hyperactivité et la productivité, ne rien faire peut sembler coupable. Pourtant, ces moments où l'on ne répond à aucune attente extérieure sont essentiels pour se régénérer. Prendre un bain, cuisiner pour soi, flâner sans but. Ces activités simples deviennent des rituels de bien-être. Peu à peu, on découvre le plaisir de suivre son propre rythme, sans pression ni performance. Ces instants volés à l'agitation du monde nourrissent une joie profonde et discrète. Le vrai luxe moderne est peut-être cette capacité à savourer pleinement sa propre présence. Certaines périodes de vie, comme une rupture ou un déménagement, nous confrontent brutalement à la solitude. Plutôt que de les subir, on peut les transformer en opportunités de croissance. Ces transitions forcées deviennent alors des passages initiatiques vers une meilleure connaissance de soi. On découvre des ressources insoupçonnées et une résilience qu'on ne se connaissait pas. Ces épreuves, bien vécues, forgent un caractère plus fort et plus serein. La solitude n'est plus alors une ennemie, mais une alliée qui nous révèle à nous-mêmes. Ceux qui ont traversé ces périodes en tirent généralement une sagesse précieuse. Ils savent que le bonheur est un jardin intérieur qu'il faut cultiver soi-même. Notre époque hyperconnectée rend paradoxalement plus difficile l'art d'être seul. Les écrans et les réseaux sociaux créent l'illusion d'une compagnie permanente, mais souvent superficielle. Apprendre à se déconnecter régulièrement est essentiel pour retrouver un rapport sain à la solitude. Ces pauses numériques permettent de se recentrer et de renouer avec des plaisirs simples.
Lire un livre, observer la nature ou pratiquer une activité manuelle. Ces expériences ancrées dans le présent nourrissent bien plus que le zapping émotionnel des réseaux. Plus on s'habitue à ces moments de déconnexion, plus ils deviennent source de plaisir. La solitude choisie est l'antidote à la frénésie moderne. Être heureux seul ne signifie pas renoncer aux relations, mais les aborder différemment. Quand on ne cherche plus à combler un vide par les autres, chaque rencontre devient un choix et non une nécessité. On participe aux événements sociaux par envie, non par obligation. Cette liberté intérieure transforme radicalement la qualité de nos interactions. Les conversations gagnent en authenticité, les silences deviennent confortables. On attire naturellement des personnes sur la même longueur d'onde, car on émane une énergie différente. Le paradoxe est que plus on est à l'aise avec soi-même, plus les relations avec les autres deviennent légères et enrichissantes. La solitude bien vécue est le secret des relations épanouies. Finalement, apprendre à être heureux seul est un chemin vers l'authenticité. C'est accepter de se rencontrer vraiment, sans masque ni diversion. Dans ce face-à-face avec soi-même, on découvre ses vraies passions, ses valeurs profondes, sa manière unique d'être au monde. Cette connaissance de soi devient la base d'une vie plus cohérente et épanouissante. Les choix professionnels, amoureux ou amicaux s'en trouvent clarifiés, car on sait mieux ce qui nous correspond vraiment. La peur de déplaire ou d'être rejeté diminue, remplacée par une sereine assurance. Être bien avec soi est le fondement d'une existence riche et pleine de sens. C'est peut-être la plus grande liberté qui soit. Leçon 10. Agir en pleine conscience. La philosophie stoïcienne nous enseigne que chaque action devrait être le fruit d'une réflexion consciente plutôt que d'une réaction épidermique. Nos vies sont souvent gouvernées par des automatismes, des habitudes et des émotions immédiates qui nous éloignent de nos véritables aspirations. Prendre un moment pour respirer avant d'agir permet de distinguer ce qui est important de ce qui est simplement urgent ou superficiel. Les stoïciens insistent sur l'importance de s'aligner avec ces principes fondamentaux, même dans les situations les plus banales. Agir en pleine conscience, c'est refuser de se laisser emporter par les circonstances extérieures. C'est choisir délibérément la réponse qui reflète le mieux qui nous sommes et ce que nous valorisons. Cette discipline transforme progressivement le chaos en clarté. L'impulsivité est l'ennemi de la sagesse stoïcienne, car elle nous pousse à réagir sans considérer les conséquences à long terme. Combien de paroles blessantes, de décisions regrettables ou de conflits inutiles auraient pu être évités avec un peu de retenue. Les stoïciens proposent une alternative, la pause réflexive, ce court instant où l'on s'interroge sur l'origine de notre émotion et sur la meilleure manière d'y répondre. Cette pratique ne vise pas à réprimer nos sentiments, mais à les canaliser vers une expression plus constructive. En développant cette habitude, nous gagnons en maîtrise de nous-mêmes et en influence sur notre environnement. L'action réfléchie devient alors une seconde nature, nous protégeant des regrets futurs. L'un des outils clés du stoïcisme est la préméditation des difficultés, qui consiste à envisager les obstacles potentiels avant qu'ils ne se présentent. Cette anticipation n'a rien de pessimiste. Elle vise à préparer l'esprit à réagir avec calme et efficacité lorsque les défis surviennent. En visualisant les scénarios difficiles, nous réduisons leur pouvoir de nous surprendre ou de nous déstabiliser. Par exemple, avant une réunion tendue, imaginer les objections possibles permet de préparer des réponses mesurées plutôt que des réactions émotives. Cette méthode renforce notre résilience en transformant l'inconnu en terrain familier. L'adversité perd ainsi son caractère menaçant pour devenir une occasion d'appliquer nos principes. Nos valeurs personnelles devraient servir de boussole dans chaque décision, grande ou petite. Trop souvent, nous agissons par conformisme, par peur du jugement ou par simple inertie, sans nous demander si nos choix sont en accord avec ce qui compte vraiment pour nous. Les stoïciens nous invitent à définir clairement nos convictions et à les utiliser comme critères ultimes. Avant de prendre une décision, posons-nous cette question. Cette action reflète-t-elle la personne que je veux être ? Ce simple filtre permet d'éliminer les distractions et de concentrer notre énergie sur ce qui a du sens. Vivre en alignement avec ses valeurs procure une cohérence intérieure qui dissipe le doute et renforce la confiance en soi.
Le stoïcisme distingue soigneusement ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, une distinction cruciale pour agir en pleine conscience. Nous gaspillons souvent une énergie précieuse à vouloir contrôler l'incontrôlable, les opinions d'autrui, les événements extérieurs, le passé. En concentrant nos efforts uniquement sur nos pensées, nos intentions et nos actions, nous retrouvons un pouvoir réel sur notre vie. Cette focalisation sur la sphère du possible libère d'une anxiété inutile et permet d'investir pleinement dans ce que nous pouvons changer. La clarté d'esprit naît de cette acceptation lucide des limites de notre contrôle. Les routines matinales des stoïciens illustrent parfaitement cette volonté d'ancrer chaque journée dans l'intentionnalité. Au lieu de se précipiter dans le tourbillon des obligations, ils commençaient par se remémorer leurs principes et les défis à venir. Ce rituel de recentrage permettait d'aborder les événements avec une perspective plus large et plus sereine. Nous pouvons adapter cette pratique à notre vie moderne en consacrant, ne serait-ce que 5 minutes le matin, à définir nos priorités et notre état d'esprit pour la journée. Ce petit investissement en temps économise des heures de dispersion et d'indécision. Une journée commencée avec conscience a toutes les chances d'être vécue avec plénitude. Les obstacles et les contrariétés sont inévitables, mais notre manière d'y répondre relève toujours de notre choix. Le stoïcisme nous encourage à voir dans chaque difficulté une opportunité de pratiquer la vertu. La patience face à l'adversité, le courage devant la peur, la modération dans la tentation. Cette reframing transforme radicalement notre expérience du monde. Là où la plupart des gens voient des problèmes, le stoïcien voit des exercices pour fortifier son caractère. Cette attitude ne nie pas la réalité des souffrances, mais elle refuse de leur donner le pouvoir de nous définir. En cultivant cette perspective, nous développons une résilience qui nous sert dans tous les domaines de la vie. La pratique régulière de l'examen de conscience est un autre pilier de l'action réfléchie. Le soir venu, les stoïciens passaient en revue leurs actions de la journée, identifiant où ils avaient été fidèles à leurs principes et où ils avaient dévié. Cette auto-évaluation sans complaisance, mais sans jugement excessif, permet des ajustements progressifs. Nous pouvons adopter cette habitude en nous posant chaque soir 3 questions simples. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Où aurais-je pu mieux agir? Que puis-je apprendre de cette journée? Ce dialogue intérieur favorise une amélioration continue tout en cultivant l'autocompassion. L'examen de conscience transforme l'expérience quotidienne en maître silencieux. La pleine conscience stoïcienne trouve son accomplissement dans l'action juste, c'est-à-dire l'action qui sert à la fois notre croissance personnelle et le bien commun. Contrairement à une sagesse purement contemplative, le stoïcisme est résolument tourné vers l'engagement dans le monde. Mais cet engagement est toujours précédé d'une clarification intérieure. Agir, oui, mais en sachant pourquoi et comment. Cette approche évite autant l'activisme vide que la passivité complice. En ancrant nos actions dans des valeurs réfléchies, nous donnons à notre existence une direction et une cohérence. La vie ainsi vécue devient une œuvre en progression constante, où chaque choix conscient ajoute une pierre à l'édifice de notre caractère. En intégrant progressivement ces principes stoïciens, nous développons une manière d'être au monde à la fois plus paisible et plus puissante. Les réactions impulsives cèdent la place à des réponses mesurées. Les doutes laissent place à des décisions claires. L'agitation se transforme en action ciblée. Ce chemin demande de la pratique, car notre esprit a été conditionné à fonctionner en mode automatique. Mais chaque fois que nous choisissons la conscience plutôt que l'impulsion, nous renforçons notre liberté intérieure. Avec le temps, cette manière d'agir devient naturelle, illuminant notre vie d'une sagesse pratique qui nous sert dans les moments calmes comme dans les tempêtes.